Bonsoir, bienvenue, les principaux titres de ce 20h. À l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi, le budget prévisionnel 2018, budget estimé à plus de 6 700 milliards de francs CFA. Il a été également question de l'entrée en vigueur de la carte biométrique pour les ressortissants CEDEAO et hors CEDEAO. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement. Et puis, 96% des emplois en Côte d'Ivoire ont été créés en faveur des nationaux. C'est le CEPICI qui le dit dans son rapport d'activité. Ce centre en charge de la promotion des investissements privés a mis en place un dispositif. Nous en parlerons également dans quelques instants. Et puis le dossier de ce 20h sera consacré au visage féminin dans le secteur des mines. Qui sont ces femmes? Que représentent-elles dans ce secteur d'activité? La réponse dans une dizaine de minutes. Au Togo, le pouvoir et l'opposition se mobilisent autour du projet de réforme du gouvernement qui sera soumis à référendum, un projet rejeté par l'opposition qui demande le retour à la Constitution de 1992. Voilà pour le sommaire. Direction le palais présidentiel pour le compte-rendu du Conseil des ministres, conseil au cours duquel le budget prévisionnel 2018, estimé à plus de 6 700 milliards de francs CFA, a été adopté. Compte-rendu à Ouattouré. Le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de ses programmes prioritaires et accorder une attention particulière à la création d'emplois, notamment l'emploi jeune. Le Conseil de ce mercredi 4 octobre a ainsi adopté le projet de budget 2018 qui s'élève à 6 723,5 milliards de francs CFA. Le projet de budget pour l'année 2018 a été élaboré dans un contexte sociopolitique marqué entre autres par des chocs externes ainsi que par des chocs internes. Il s'avère toutefois que l'économie nationale devrait conserver toute sa dynamique de consolidation en 2018, avec une croissance projetée de 8,3%, tirée par l'ensemble des secteurs d'activité, en particulier par les secteurs tertiaires et secondaires. Le budget de l'année 2018 est en hausse de 4,3% par rapport au collectif budgétaire 2017. Ce budget s'équilibre en ressources et en dépenses à 6 723,5 milliards de francs CFA. Le projet de budget de l'année 2018 traduit la constance de la politique budgétaire du gouvernement avec, entre autres, la poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement pour dégager justement les marges nécessaires au renforcement des investissements. Et le porte-parole du gouvernement de donner les différentes articulations du budget 2018. Les 6 723,5 milliards de francs CFA se décomposent en grande masse comme suite. Ressources intérieures, fiscales et non fiscales, 5 471 milliards de francs CFA. Ressources extérieures, 1 285,2 milliards de francs CFA. Au niveau des dépenses, celles-ci comportent les grandes masses suivantes. Le service de la dette, qui va se lever à 1 547,3 milliards de francs CFA. Les dépenses ordinaires, 2 737,8 milliards de francs CFA. Et la part des investissements est de 1 833 milliards de francs CFA. C'est le niveau le plus élevé en valeur absolue que notre pays ait connu. Ce niveau, aujourd'hui, représente 7,6% du PIB. Et il représente 29,6% du budget. Donc pratiquement un tiers du budget est consacré aux investissements. Il faut savoir que le budget, une fois qu'il est établi, il est décomposé pour ce qui concerne notre pays, et c'est valable pour la majorité des pays de la sous-région, en 9 rubriques. Ces rubriques sont 1. Les organes de souveraineté, 2. Défense et sécurité, 3. Affaires générales et financières, 4. Enseignement, formation, recherche, 5. Culture et loisirs, 6. Santé, action sociale, 7. Administration et développement des infrastructures, 8. Production et commerce, et 9. Dépenses non ventilables par secteur, dont par exemple la dette publique. En ce qui concerne les organes de souveraineté, il faut savoir que dans ces organes, il y a les organes législatifs, donc l'Assemblée nationale, il y a les organes exécutifs, donc la présidence de la République, également la primature, les ordres nationaux,
les relations avec les institutions, etc. C'est tout cela qui compose l'exécutif. Le montant affecté aux organes législatifs s'élève à 27 milliards de francs CFA. Les organes exécutifs, y compris les dépenses de personnel et toutes les autres charges, le montant s'élève à 113,2 milliards de francs CFA. Les organes juridictionnels, 81 milliards de francs CFA. Les organes consultatifs, 8,5 milliards de francs CFA, et les affaires extérieures, qui incluent les représentations de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, la diplomatie, la coopération internationale, etc., 141 milliards de francs CFA. Tout cela fait un total de 291,4 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire veut également se donner les moyens de gérer plus efficacement le phénomène migratoire. Le gouvernement, dans ce cadre, a décidé de l'entrée en vigueur de la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO et la carte consulaire biométrique pour les ressortissants de l'espace CEDEAO. Le Conseil des ministres a décidé, en mars 2017, de réactiver la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO. Cette mesure permettra de simplifier l'accomplissement de formalités administratives nécessaires pendant le séjour de ces personnes en Côte d'Ivoire, mais cette mesure permettra également de renforcer la sécurité et de mieux lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'entrée en vigueur de cette mesure met fin à la délivrance du titre provisoire de séjour, instauré en 2011 de façon transitoire suite à la crise post-électorale. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ensemble des ministres concernés, à l'effet de prendre les dispositions nécessaires, en collaboration avec les représentations diplomatiques des pays de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, pour l'établissement de cartes biométriques au profit des ressortissants de l'espace CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a par ailleurs décidé d'engager des travaux de construction et de réhabilitation dans les casernes militaires, notamment des cuisines et réfectoires, pour un coût total de 5 milliards de francs CFA. Absent au Conseil des ministres, le vice-président est en mission à Paris, la capitale française. Daniel Kablan-Duncan représente notre pays, la Côte d'Ivoire, au Forum économique de l'OCDE Sud-Afrique. L'industrialisation du continent africain est au centre de ce Forum international de Paris. Le point avec Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial. Il en est à sa 17e édition. Il s'agit du Forum économique sur l'Afrique et comme les rencontres précédentes, c'est la capitale française qui l'accueille depuis ce mercredi 4 octobre 2017. Entrepreneurs et industrialisation en Afrique, c'est le thème choisi par ce rendez-vous. Il est présent en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le vice-président ivoirien. Pour Daniel Kablan-Duncan, à l'instar de plusieurs autres intervenants, l'Afrique peut compter sur ses populations pour son développement, avec bien entendu un regard nouveau. Parler du futur de l'Afrique nous impose donc un regard nouveau, loin du pessimisme des dernières années. Il nous faut jeter un regard attentif, mais lucide, notamment sur les progrès notables de l'Afrique, que réalise donc l'Afrique, mais aussi sur les faiblesses et les défis importants qui restent à relever. Notre vision de l'Afrique est une vision optimiste du futur de notre continent. Malgré quelques vicissitudes actuelles, cet optimisme est d'ailleurs largement partagé par la plupart des dirigeants africains et des populations. Au final, comme souligné dans les perspectives Afrique 2063, il s'agit de réaliser cet objectif suivant. Premièrement, une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Deuxièmement, un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. Troisièmement, une Afrique où la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit sont à l'ordre du jour. Quatrièmement, une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. Cinquièmement, une Afrique
dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthiques partagées. Et sixièmement, une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s'appuie sur le potentiel de ces populations, notamment celles des femmes et des jeunes qui se soucient du bien-être de ses enfants. Et, dernier point, une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, uni et influente sur la scène mondiale. Juste après l'ouverture des travaux, le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a eu des échanges avec un certain nombre de personnalités. Il s'agit d'abord de Angel Gueria, secrétaire général de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et ensuite de Victor Harrison, commissaire des affaires économiques, Commission de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire joue un rôle essentiel au niveau de la CEDEAO et au niveau également de l'Afrique dans l'ensemble. Donc j'ai demandé donc, une participation encore plus active de la Côte d'Ivoire dans le développement du continent. Organisé par l'OCDE en collaboration avec l'Union africaine et l'Agence française de développement, le 17e Forum économique international sur l'Afrique, d'une durée de 2 jours, prend fin ce jeudi 5 octobre 2017. Je vous l'annonçais dans les titres, 96% des emplois en Côte d'Ivoire ont été créés en faveur des nationaux. L'information a été rendue publique dans un rapport d'activité du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Ce centre, et il faut le savoir, a mis en place un dispositif qui permet un suivi et évaluation des entreprises agréées en phase d'exploitation et des investissements réalisés ici en Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko pour en savoir davantage. Ce premier rapport prend en compte les investissements privés réalisés en 2012. Au plan social, le rapport observe que 96% des emplois créés ont été orientés vers les Ivoiriens contre 4% vers les non-nationaux. En ce qui concerne l'impact environnemental, la préservation de la biodiversité aura été une priorité majeure. De ce fait, les entreprises agréées participent à la réalisation des objectifs de la politique de l'emploi du gouvernement développée dans le cadre du PND. Ces entreprises agréées ont également contribué à la valeur ajoutée globale de l'économie nationale à hauteur de 0,33% avec un taux de croissance de 52% entre 2012 et 2015. L'autre indicateur dans cette première évaluation, le taux de mortalité des entreprises maintenu à seulement 5%. Malgré ces performances, tout n'a pas été rose. Le premier rapport économique et financier sur le suivi et évaluation des investissements agréés en 2012 a permis de souligner les difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs, notamment les contraintes de financement, d'organisation, de gouvernance économique, de disponibilité de terrains industriels, de pression fiscale et ainsi de suite. Ces différentes contraintes devraient trouver des solutions dans le deuxième rapport en cours de rédaction, lequel rapport met l'accent sur la création d'emplois avec un focus sur les investissements réalisés en 2013. En effet, pour le CPC, il ne saurait y avoir d'emploi durable sans entreprise pérenne. On en vient maintenant au dossier de ce 20h, dossier consacré à la présence des femmes dans l'industrie extractive, le secteur des mines et même dans le secteur de l'orpaillage. Ces femmes sont à la tâche, parfois dans des conditions difficiles, mais qui sont-elles ? Que représentent-elles dans ce secteur d'activité? Le visage féminin des mines, un dossier que nous propose Michel Digré. La Côte d'Ivoire a un potentiel minier important avec 5 mines de production d'or et 4 de manganèse. C'est un secteur en plein essor, mais la représentativité des femmes reste encore faible avec moins de 10% des emplois directs. Des femmes qu'on retrouve tant dans les industries minières formelles que dans l'exploitation artisanale, communément appelée orpaillage. Quelle activité mènent-elles dans ces secteurs? Quelles sont leurs conditions de travail et les difficultés auxquelles elles sont confrontées? Pour répondre à ces interrogations, la première étape de notre enquête sont les sites d'orpaillage clandestins. Ici, les femmes travaillent dans des conditions de sécurité et environnementales précaires.
Elles exercent généralement dans les activités de lavage, de triage et de concassage. Je casse les graviers pour pouvoir subvenir à mes besoins, car je n'ai pas de mari et je dois me battre pour arriver à m'en sortir dans la vie. Mon mari est chauffeur. J'exerce ce métier pour l'aider dans ses dépenses quotidiennes. Mais je ne compte pas m'éterniser dans ce métier. Quand je trouverai mieux à faire, je ne ferai plus ce boulot qui n'est pas du tout facile et qui est aussi dangereux car nous sommes exposés. Dans les industries extractives formelles, la règle d'or est la sécurité. Sur ce site, c'est une femme qui est chargée du suivi et de la sécurité au niveau de l'usine de traitement. Il s'agit de faire en sorte que les différents travailleurs des différentes sections de ce département respectent toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Donc, les procédures, il faut rappeler chaque jour les différentes règles. Dans la carrière, nous retrouvons une autre dame, Déborah. Géologue de formation, son équipe est chargée de faire les forages afin de jauger les teneurs en or sur les différents sites avant l'étape de l'exploitation. En fait, ce n'est pas facile. Il faut se réveiller tôt, il faut côtoyer les hommes. On leur a montré que la femme peut vraiment exercer ce métier de géologue. Parce que ce n'est pas le sexe, en fait, c'est la détermination. Nous sommes à présent sur le site d'entreposage et de concassage. Vous trouverez également au volant de ces gros engins des femmes. Volonté et détermination, rien ne semble intimider les femmes du secteur minier. La démonstration nous est donnée par Eudoxie. Après 4 années passées dans les sites miniers, elle a décidé de se spécialiser dans la conduite des chargeuses. La chargeuse, c'est une machine qui charge les bennes, les DT. Voilà le godet qui est là-bas. Et les 2 mallettes. Ici, c'est direction. C'est direction. Et ça, c'est les vitesses. Les minutes passées dans sa cabine nous donnent une idée de la pénibilité de sa fonction. Sa collègue Nadège nous invite à bord de ce mastodonte qui peut contenir des chargements de plus de 300 tonnes. C'est fatigant pour les femmes. Le secours, dans la vie, rien n'est facile. 12 heures de travail quotidien à convoyer les tonnes de terre sur les différents sites. À la fin de notre séance d'immersion, nous retrouvons Marie-Laure à la cantine pour le dîner. On n'a vraiment pas le temps de se mettre à la cuisine et avoir déjà le repas qui est déjà fait. C'est pratique en fait pour éviter d'être trop épuisé parce que la journée du lendemain, vous avez une autre activité encore plus intense. Après une journée de travail bien remplie, direction la cité où réside une partie du personnel essentiel de la mine. Voilà, c'est ici qu'on reste dans des conteneurs aménagés. C'est un peu comme la vie de militaire. Chacun est dans sa chambre avec le lit, le frigo, une table, une douche, la télévision avec le satellite. Donc voilà, c'est pas la maison, mais on est là pour le boulot qu'on doit effectuer. Donner un visage féminin à l'industrie extractive, c'est le challenge que veut relever les femmes de ce secteur avec l'appui du réseau qu'elles ont créé. À la différence des autres pays où le secteur s'est construit, a mûri avec ses faiblesses et ses forces et a pris conscience par la suite qu'il fallait développer des politiques spécifiques aux femmes. Nous, aujourd'hui, nous bénéficions de l'expérience de tout ce qui s'est déjà fait ailleurs et nous pouvons en profiter. Donc, naturellement, il faudra compter avec les femmes dans le secteur minier. Compter avec les femmes dans le secteur minier, Eudoxie, Marie-Laure, Nadège donneront certainement des ailes à d'autres femmes qui hésitent encore à embrasser cette carrière dans son entité formelle et non artisanale. Voilà, c'était le dossier du 20h avec Michel Digré. Poursuivons ce journal par la réponse à cette interrogation.
Comment actualiser de manière périodique la cartographie des opérateurs du secteur avicole et obtenir des statistiques fiables sur la filière? Eh bien, pour le ministre en charge des ressources animales et halieutiques, la réponse s'obtient par les GPS, des outils de géolocalisation et de collecte de données. Grace Kando nous en parle. Le secteur avicole ivoirien est un levier important dans l'amélioration de la couverture des besoins des populations en protéines. La Côte d'Ivoire vise d'ici à 2020 60 000 tonnes de volailles contre 44 000 tonnes produites en 2016. Pour atteindre ce résultat, le programme d'appui à la production avicole a décidé de mettre en place un système de collecte d'informations et d'identification des opérateurs du secteur. Il y a des difficultés dans la mise en place des statistiques sur les productions animales en général et particulièrement pour le secteur avicole. Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, quand nous avons une situation dans une ferme donnée, nous sommes capables depuis Abidjan d'identifier l'ensemble des fermes qui peuvent être dans la zone de danger primaire et avoir aussi l'ensemble des fermes autour de cette zone-là qui vont rester sous surveillance. Donc c'est important pour nous de connaître là où les infrastructures d'élevage se situent afin de pouvoir mieux adresser leurs difficultés. 77 directeurs régionaux et départementaux ont reçu des GPS du ministère des Ressources animales et halieutiques, valeur plus de 30 millions de francs CFA. À un moment donné, nous avions procédé au recensement des aviculteurs en Côte d'Ivoire. Mais pour avoir des données fiables, nous avons besoin de faire un travail de terrain. Et la meilleure façon pour nous de faire ce travail-là, c'est de permettre à nos directeurs régionaux, à nos directeurs départementaux de disposer d'un outil capable de nous permettre d'avoir des statistiques fiables. Cet outil nous permettra de repérer tous ceux qui sont éleveurs, de les sensibiliser afin que ce domaine avicole puisse accroître. Les futurs utilisateurs des GPS ont bénéficié d'une formation sur les techniques d'usage de ces appareils afin d'être efficaces sur le terrain. Le collectif des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a organisé récemment une cérémonie de reconnaissance au président de la République, reconnaissance surtout pour les prises en charge médicales. Les temps forts de la cérémonie avec notre reporter Franco Kwadjo. 16 000 personnes déjà enrôlées au sein du collectif des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 2000. Certaines victimes bénéficiaires de soins et de prise en charge médicale. Cette cérémonie vient donc à consacrer une action de reconnaissance envers le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Grâce au président de la République, malgré que je marche avec les béquilles, mais je me sens bien parce qu'ils m'ont donné une prise en charge. Je suis allé me soigner au chute de Yopungo. Ils ont payé tous les médicaments. On m'a donné les lunettes que je porte. On m'a donné les cannes que j'ai actuellement. On m'a donné un fauteuil roulant. Avec tout ça, je me déplace. Grâce à l'indemnisation, aujourd'hui, je ne marche pas, mais vraiment, je me porte très très bien. L'indemnisation m'a permis d'aller me faire soigner à la polyclinique. J'avais des opérations à faire. Grâce au président de la République, j'ai pu obtenir un bon de prise en charge pour aller me faire soigner. Selon Isiaka Diaby, président du dit collectif, il est opportun de soutenir les victimes dans leur quête de justice et pour leur bien-être social. Cette journée initiée par les victimes va, n'est-ce pas, leur permettre d'exprimer leurs sentiments après la mise en œuvre du processus d'indemnisation des victimes. C'est le plus beau cadeau que les victimes ont reçu depuis la fin de la crise. Plusieurs actions symboliques pour traduire en acte le sentiment de reconnaissance ont rythmé la manifestation en bonne place, ce bélier offert par les victimes au président de la République. L'ONG Servir est à la recherche de 2 milliards de francs CFA pour achever la construction du centre de dialyse et de transplantation rénale. C'est pourquoi cette organisation non gouvernementale prépare activement la 13e édition de son gala de bienfaisance. La réalisation de ce centre est estimée à un coût total de 5 milliards de francs CFA, nous dit notre reporter Serge Coléa. Un centre de néphrologie de haut niveau pour la prise en charge des malades de l'insuffisance rénale.
Ce rêve qui a germé en 1996 dans l'esprit de la présidente de l'ONG Servir, Henriette Konambédié, n'est plus loin de se réaliser. L'édifice se met en place progressivement sur le site de 2 hectares situé dans la commune d'Atekoubé. Coût global de l'opération, 5 milliards de francs CFA. L'ouvrage est achevé à plus de 60%. C'est un centre de référence. On a mis du temps, mais on a mis du temps pour penser, pour bien le réfléchir, de telle manière que l'offre de service et l'offre médicale soient à la hauteur et à la demande des malades du rein. L'ONG Servir a pu mobiliser 3 milliards de francs CFA avec le soutien de ses partenaires. Plus que 2 milliards de francs CFA à collecter pour achever la réalisation de ce centre de dialyse et de transplantation rénale. Le 13e gala de Servir, prévu le 28 octobre 2017 à Abidjan, sera capital dans la mobilisation des fonds. Madame la Présidente compte sur l'ensemble de ses partenaires pour mobiliser le solde de ce financement, pour réaliser ce grand projet. Ce projet qui va ajouter à l'offre médicale dans notre pays en matière de traitement des maladies des reins. Si tout se passe bien, les malades de l'insuffisance rénale pourront bénéficier de ce centre d'ici à 2018. Voilà, faisons escale dans le domaine de la communication. La radio Fréquence 2 du groupe RTI a une nouvelle grille des programmes. Et pour la direction de cette chaîne, toutes les conditions sont réunies pour répondre aux attentes des auditeurs. Le lancement de cette nouvelle grille avec Issaïo. Rentrée des classes à la radio Fréquence 2. Une nouvelle grille des programmes pour mieux captiver et servir les nombreux auditeurs. Isaac Dosso pour démarrer ce lundi. Un nouveau challenge tout aussi ambitieux et palpitant avec l'émission Les Matins d'Isaac. Entre 6h et 9h. Alors Yves, tu as écouté l'extrait? Yves, qui parle sur cet extrait-là? C'est Satou Diallo, c'est ta proposition. Yves, merci de nous avoir appelés. Agréable journée à l'écoute de Fréquence 2. Pour ce nouveau souffle, une invitée de taille, l'artiste José, l'une des meilleures voix féminines en ce moment en Côte d'Ivoire. Tu veux dire que le gars là, tu l'as pris au sérieux? Au sérieux. Tu veux dire que le gars là, tu l'as pris au sérieux? Au sérieux. Il a mis tout dans ton oreille, mais son derrière grillot. Prissi, la dégameuse, chroniqueuse à l'émission C'est Midi, est là pour apporter sa touche de bonne humeur aux auditeurs. Je dis, l'avenir appartient à celui qui écoute la matinale. Ma chérie, ton mari te trompe, écoute la matinale, il y a des solutions pour toi. Bien-aimé, toi qui me regardes ce matin, tu n'as pas de boulot. Écoute la matinale. Place publique, une autre émission tout aussi prisée sur les antennes de Fréquence 2. Les comédiens croquent l'actualité avec beaucoup d'humour. C'est la rentrée sur Fréquence 2, oui, la rentrée des émissions, nouvelle saison bien sûr de Place Publique. Place Publique, je cherchais ça depuis longtemps. Je suis venu, regardez, des hommes seulement. Mais est-ce que j'étais attaqué? Parce que je n'ai même pas parlé de biche royale. J'ai complété ta phrase. Attends, j'ai dit... Non, parce que où je suis là, où tu m'attaques. Le confort de l'écoute n'est pas oublié dans cette nouvelle grille des programmes. Concernant le son, il y a une très grande amélioration. Mes collègues et moi, concernant l'exploitation, nous sommes prêts pour le meilleur. Fréquence 2, déjà dans le top 5 des radios les plus écoutées, veut être la FM leader en Côte d'Ivoire. Ce nouveau programme et la ressource humaine de qualité permettront de gagner encore de place dans le classement. Nous avons mis un point d'honneur à enrichir nos contenus. Nous nous sommes attelés à consolider les acquis. Donc ce qui marche bien reste à l'antenne, notamment au niveau des quotidiennes. Donc on retrouvera le matin dès 6h du lundi au vendredi les matins d'Isaac. Warren FM qui est un peu le reflet des transports en commun sur nos antennes, également de retour dès 9h et cela jusqu'à 10h. Et puis le grand jeu pour permettre à nos auditeurs de repartir avec des lots et pas des moindres. Outre les matins d'Isaac et Place Publique, d'autres émissions tout aussi alléchantes attendent les auditeurs de Fréquence 2, la Fréquence Jeune. Voilà, soyez donc connectés au quotidien sur Fréquence 2. Le président de la Fédération internationale du Vovinam, Viet Vo Dao, était récemment ici en Côte d'Ivoire. Le séjour du docteur Meyou a été marqué par une séance de travail avec des membres du gouvernement ivoirien. Salif Ouattara nous en parle.
Les nombreuses activités du Vovinam Viet Vo Dao de Côte d'Ivoire ne laissent pas indifférent la Fédération internationale de cette discipline. Ainsi, pour sa première tournée africaine, Dr Mai Houtin, président de la Fédération internationale du Viet Vo Dao, a décidé de poser ses valises sur les bords de la lagune Brié après sa tournée en Algérie. Une visite qui a permis au patron de cet art martial vietnamien de s'imprégner des réalités du Viet Vo Dao en terre ivoirienne. L'agenda de Dr Mai Houtin a été marqué également par des échanges avec les autorités ivoiriennes, le ministre des Sports et des Loisirs. L'autre temps fort du Dr Mai Houtin est la rencontre avec les hommes de médias pour faire le bilan de son séjour. Avant son départ, le président mondial du Viet Vo Dao a promis apporter son soutien à la Côte d'Ivoire durant son premier mandat. Notons que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays sur les 14 pays africains qui pratiquent le Vovinam Viet Vo Dao. Actualité à l'étranger au Togo, le pouvoir et l'opposition se mobilisent autour du projet de réforme du gouvernement qui sera soumis à référendum. Un projet rejeté par l'opposition qui demande le retour à la Constitution de 1992, un scrutin présidentiel à 2 tours et la limitation du mandat présidentiel. Le pouvoir invite les Togolais à soutenir les réformes proposées par le gouvernement. Et puis aux États-Unis, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a affirmé ce mercredi qu'il n'avait jamais envisagé de démissionner. J'ai été nommé, dira-t-il, par le président et je suis là aussi longtemps que le président Trump a le sentiment que je peux être utile pour atteindre ses objectifs. Ainsi va le monde en ce mercredi 4 octobre. Prochain rendez-vous de l'information à 23h parce que la roue de l'actualité continue de tourner. Bonne suite de programme.